Le grand dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Jeudi 17 mars 2016, vous suivez le grand dialogue. Bienvenue. La qualité de la viande au Mali, c'est le sujet du jour. Est-ce que la qualité de cette viande est au rendez-vous? Quelles sont aujourd'hui les répercussions sur la santé des citoyens? Que faut-il faire pour améliorer la qualité de cette viande-là? Pour nous éclairer sur ces questions, aujourd'hui, nous avons fait appel à Mme Koulibaly Salimata Diarra, présidente de l'ASCOMA, Dr Drissa Koulibaly, chef division inspection santé publique à la Direction nationale des services vétérinaires, Fana Koulibaly de l'ANSA, Agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments, et Malik Ashmaïga, il est boucher. Je suis Ousmane Diadje Touré à la présentation, à la technique, vous avez Peting Diarra. Le grand dialogue. C'est une denrée très consommée chez nous au Mali. La viande est présente dans toutes les chaînes de l'alimentation. Bovins, ovins, caprins et même les volailles sont très prisées par les Maliens. Pourtant, l'ASCOMA a fait une sortie aujourd'hui. L'ASCOMA s'est plainte de la qualité de la viande. On se souvient également qu'il y a quelques mois, il y a eu des mesures de prise contre l'importation de volailles puisque un de nos pays voisins était victime quand même de la grippe aviaire. Alors, je m'adresse tout d'abord à Drissa Koulibaly, chef de division de l'inspection de la santé publique à la Direction nationale des services vétérinaires. Est-ce que la viande au Mali est saine? Merci le studio Tamani de m'avoir donné l'occasion de donner des informations aux Maliens par rapport à un sujet aussi préoccupant qui est la qualité de la viande. Au nom de ma directrice, je remercie le studio Tamani et aussi ce que je voulais dire par rapport à la qualité de la viande, nous avons 760 établissements, abattoirs, aires d'abattage, tueries de volailles répertoriées au niveau du Mali. Et nous devons dire que nous ne sommes pas présents sur l'ensemble du territoire, compte tenu du fait qu'on n'a pas un effectif qui arrive à couvrir l'ensemble du territoire. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour rassurer les consommateurs? Là où nous ne sommes pas présents, nous avons mis en place ce que nous appelons la délégation de l'inspection, soit à des vétérinaires mandataires qui sont des vétérinaires privés, ou bien à des vétérinaires qui sont dans d'autres structures compétentes, mais qui ne relèvent pas de la Direction nationale des services vétérinaires. Donc, pour répondre à notre question plus concrètement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que partout au Mali, la viande est saine? C'est ce que je disais tout de suite. Nous ne sommes pas présents partout. Partout où nous sommes, où nous avons mis la délégation en place, nous pouvons rassurer que, en tout cas, nos agents sont sur place au niveau des abattoirs et aires d'abattage contrôlées pour faire l'inspection des animaux avant abattage et l'inspection des carcasses après abattage. D'accord, donc on va dire que les 760 aires d'abattage qui existent aujourd'hui, sur combien est-ce que vous êtes présent? Bon, on peut dire aux environs de 500. On a fait un répertoire complet de l'ensemble des établissements. Si je dis établissements, c'est les abattoirs, les aires d'abattage, les tueries de volailles. Ça, c'est l'ensemble qu'on a répertorié pour que nous soyons en mesure demain ou après-demain, quand nous serons en capacité par rapport aux ressources humaines, pour pouvoir couvrir l'ensemble de ces établissements. Alors, Madame Koulibaly Salimata Diarra, vous êtes la présidente de l'ASCOMA. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la viande au Mali est saine? Merci Studio Tamani pour l'opportunité qui nous est donnée de parler de cette question majeure qui préoccupe aujourd'hui l'ensemble du mouvement consommateur mondial et de l'ASCOMA au Mali. C'est que nous avons eu l'alerte. L'alerte vient de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a donné un certain nombre de chiffres relatifs à l'utilisation des antibiotiques destinés à l'humain
dans l'agriculture, dans l'élevage, et tout simple, sans maladie. Sans maladie, alors que juste pour booster la production en la matière et faire des gains. C'est des antibiotiques destinés à l'être humain. L'être humain va consommer la viande rouge, c'est-à-dire la viande de bœuf, va manger également la volaille et du coup va consommer des antibiotiques dont son corps n'a pas forcément besoin dans la mesure où il n'y a pas de détection d'infection mise en cause. De telle sorte que l'Organisation mondiale a vraiment une grande inquiétude par rapport à cette situation et le mouvement consommateur mondial est engagé par rapport à la question, d'autant que les consommateurs ont été interpellés à la dernière réunion du G7 à Londres par la directrice de l'Organisation mondiale pour que nous puissions vraiment nous mobiliser et faire en sorte d'inverser la tendance. Vous avez un certain nombre d'entreprises bien connues. Vous avez KFC, vous avez McDonald's, vous avez Subway. Donc on va dire les grandes industries voilà, de fast-food qui utilisent des produits qui ont subi qui ont reçu ces antibiotiques. Alors, donc, on va y revenir tout à l'heure pour probablement parler des conséquences sur la santé. Pour l'heure, Fana Koulibaly, vous êtes de l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments. Alors, est-ce que, selon vous, aujourd'hui, selon vos constats, j'imagine que vous contrôlez tous les produits, y compris la viande, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que la viande au Mali est saine? Merci, le studio Tamani. Je profite de vos antennes qui participent d'ailleurs à nos efforts de communication. Et je commence par vous dire, pour éclairer la lanterne de tout un chacun, que l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments n'est pas un service de contrôle. Nous sommes un service de coordination des activités, de toutes les activités liées à la sécurité sanitaire des aliments. Mais nous n'exerçons pas de contrôle. Les services de contrôle sont connus. Il s'agit de la Direction nationale des services vétérinaires, de la Direction nationale de l'agriculture, de la Direction nationale du commerce et d'autres services tels que l'industrie peuvent participer également de temps en temps à des séances de contrôle. Mais les vrais services de contrôle, la Direction nationale des services vétérinaires, la Direction nationale de l'agriculture et la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Donc nous nous sommes chargés d'évaluer les risques que peuvent comporter l'ensemble des aliments, les processus de transformation, le stockage et même les contenants. Nous sommes chargés de l'évaluation du risque. Et à ce titre, nous avons entrepris un certain nombre d'études par rapport à la viande rouge au Mali, notamment en 2007. Nous avons également exécuté une enquête sanitaire des aliments d'origine animale commanditée par l'UEMOA de 2009 à 2012. Et nous avons reçu également d'autres rapports sur la viande rouge qui, cette fois, avaient porté sur les résidus d'antibiotiques, comme Mme Koulibaly le disait tantôt, dans la viande. Donc, fort de tous ces constats, ce que nous avons constaté, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la viande au Mali est tout à fait saine. Donc, est-ce que aujourd'hui, je m'adresse au boucher, Malika Chmaïga, quelle est déjà aujourd'hui la viande la plus consommée au Mali, vous en tant que boucher? Qu'est-ce que vous vendez le plus? Bon, je vous remercie de m'avoir accueilli ici, la radio Studio Tamani. Bon, moi, ce que nous travaillons, c'est de la viande grillée. Alors, qu'est-ce qui est le plus consommé en termes de viande grillée à votre niveau? Bon, tout est bien consommé au niveau de la viande grillée chez nous. Le boyau. C'est plus le mouton? Est-ce que c'est plus la chèvre, la vache, la volaille? Bon, les clients réclament trop le mouton, ainsi que le volaille.
D'accord. Concrètement maintenant, est-ce que vous, à votre niveau, vous pensez aujourd'hui que la viande au Mali est bonne et elle est saine? Bon, envers nous qui grillons la viande, on n'a jamais entendu de problème qui venait de la viande grillée quand même, sur ce point. Je reviens donc vers M. Drissa Koulibaly, chef division inspection de la santé publique à la Direction nationale des services vétérinaires. Selon vos constats, quelle est aujourd'hui la viande la plus consommée au Mali? Bon, incontestablement, c'est la viande de bovin, n'est-ce pas? Et donc c'est ça en fait la viande qui est la plus consommée. D'accord. Et parlons un peu des conditions d'abattage, vous en tant que vétérinaire. Pouvez-nous dire 2 mots sur les conditions dans lesquelles aujourd'hui ces animaux sont abattus? Oui, c'est ce que je disais à l'entame. En fait, j'ai dit que nous avons un certain nombre d'établissements de production de viande, je peux m'exprimer comme ça, c'est-à-dire les abattoirs, les aires d'abattage. N'est-ce pas? C'est un processus. En tout cas, pour ce qui concerne les services vétérinaires. C'est l'inspection avant abattage et l'inspection après abattage. Donc on peut affirmer qu'il y a un suivi vétérinaire des animaux que les Maliens consomment. Oui, en tout cas, c'est-à-dire là où nous sommes, parce que c'est ça, j'ai dit, nous ne sommes pas présents nous n'avons pas une couverture qui nous permet de couvrir tous les établissements d'abattage. Mais nous sommes rentrés dans la logique de délégation, là où nous ne sommes pas, mais aujourd'hui on peut affirmer quand même qu'il y a des zones où il y a des lieux d'abattage qui ne sont pas sous contrôle. D'accord. Est-ce que géographiquement, pour parler en gros, où est-ce qu'on peut dire que vous êtes présent et où est-ce qu'on peut dire que vous n'êtes pas présent? Est-ce que vous êtes plus présent dans le sud ou plus dans le nord, dans le centre, l'est, l'ouest du pays? Où est-ce que vous n'êtes pas présent? Oui, en fait, c'est un peu sur l'ensemble du territoire. Et vous comprenez qu'effectivement, au nord, ça, ce n'est pas seulement les services vétérinaires. Ça, quand on prend toutes les structures qui sont déconcentrées, il y a, au fur et à mesure qu'on remonte au nord, la couverture en termes d'effectifs diminue. Ça, c'est quand même... Donc, est-ce que c'est dû à la crise ou est-ce que c'est en amont de la crise déjà qu'il y avait une bien avant présence, la crise, j'ai servi au Nord pendant 10 ans, je sais. Donc, ça, c'est quand même... Est-ce que c'est à cause de la faible densité de la population? Et il y a la faible densité, effectivement. Mais aussi, il y a la faible densité, il y a les distances, tout ça. Et puis bon, c'est des zones un peu difficiles à vivre et beaucoup de gens n'aiment pas aller. C'est ça aussi. C'est la question des ressources humaines, non? Il y a des problèmes de ressources humaines, effectivement. Aujourd'hui, en fait, c'est fondamental. Hein? Et quand nous avons eu la chance d'être évalués en 2007 par l'Organisation mondiale de la santé animale, ils nous ont dit, avec l'effectif que vous avez en termes quantitatifs, qualitatifs, les ressources qu'on vous allie en termes financiers, et la logistique, l'équipement que vous avez aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de rassurer les consommateurs maliens par rapport à la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale. Ça, il faut que cela soit dit, quand même que cela soit compris. Et c'est par rapport à ça que nous avons élaboré en 2012 un plan d'action de 32 milliards qui devait même aller en table ronde des bailleurs de fonds. Mais la crise est venue et là, nous avons écrit encore à l'Organisation mondiale de la santé animale pour venir actualiser. Parce qu'en 2007, ça fait bientôt 10 ans, il y a beaucoup d'eau qui se sont coulées sous le pont. Nous avons demandé, c'est moi-même, de venir actualiser les données existantes pour qu'on puisse aller sur de nouvelles bases et demander à l'État les missions qui nous sont confiées. Nous avons besoin de ça pour faire face avec des obligations de résultats. Une auto-évaluation donc du système vétérinaire du Mali. On va aller en pause de quelques secondes et on revient dans ce studio pour prendre Mamadou Ly qui est au téléphone, qui est de la Direction nationale de la concurrence. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Jeudi 17 mars 2016, vous suivez le grand dialogue du studio Tamani. On est en train de parler de la qualité de la viande qui se détériore au Mali, un problème de santé publique. Pour nous en dire plus dans le studio, on a Madame Koulibaly Salimata Diarra, présidente de l'ASCOMA, Dr Drissa Koulibaly, il est le chef division inspection santé publique à la Direction nationale des services vétérinaires, Fana Koulibaly de l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments, Malik Ashmaïga, il est boucher également avec nous au téléphone. Mamadou Li, il est le chef de la section, il est le chef sanction à la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Mamadou Li, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, monsieur, je suis avec vous. Je vous remercie. Merci à vous. De m'avoir appelé, de nous faire associer au débat. Alors, dites-moi, vous êtes le chef de la section sanction à la Direction nationale, section réglementation, autant pour moi, à la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire que les services de contrôle sont efficaces aujourd'hui en matière de viande? J'ai suivi le débat. C'est passionnant. Le contrôle de la viande dans les districts de Bamako, je peux dire que ce n'est pas effectif. Ce n'est pas effectif, surtout au niveau des transports. Bon, la Direction nationale du commerce et de la concurrence a un rôle de protection des consommateurs. Suivant ces rôles, en 2015, il a été pris une loi uniquement pour protéger le consommateur et qui a pour objet de garantir la protection et la défense des intérêts des consommateurs quant aux clauses contenues dans le contrat. Ensuite, assurer l'information appropriée et claire du consommateur sur les biens et services qu'il acquiert ou utilise. Bon. Suivant cette loi, le consommateur est protégé dans tous ses aspects. Les huit droits du consommateur définis par l'Organisation mondiale de la défense des consommateurs. Bon, suivant cette nouvelle loi qui est rentrée en vigueur en 2015, la viande, que ce soit la viande, tout produit alimentaire que le consommateur utilise, doit être sécurisé suivant les normes. Les normes en matière de viande sont définies par les services techniques vétérinaires qui, là où ils ne sont pas présents, la Direction nationale du commerce et de la concurrence peut prendre la relève. Mais on n'est pas une structure appropriée pour vérifier la norme de la viande. En ce qui concerne l'hygiène et autres. Maintenant, nous intervenons lorsque ces services ne sont pas présents sur un lieu. Voilà. Donc, par rapport à tout bien ou service mis à la consommation, si ça ne respecte pas les normes, l'article 48 et 49 de la loi portant protection des consommateurs prévoit alors qu'est-ce que ces articles... L'article 68 sanctionne de 200 000 à 10 millions de francs CFA. Donc, pour le moment, il est très difficile de l'appliquer parce que nous sommes dans un pays où le pouvoir d'achat est très bas et en plus de ça, les gens, il n'y a pas assez de il n'y a pas assez de civisme. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Li, pour ces explications. Madame Koulibaly Salimata Diarra, présidente de l'ASCOMA, dites-moi, est-ce qu'au niveau des services de contrôle au Mali, j'imagine que vous travaillez quelque part avec ces services-là, est-ce que ces services-là fonctionnent correctement et convenablement dans l'intérêt des consommateurs? Je crois qu'eux-mêmes, ils reconnaissent leur insuffisance en termes de budget, il faut le dire, en termes de ressources humaines. Et voilà. Donc, de ce fait-là, ils ne couvrent pas l'ensemble du territoire. Ça, c'est un. De deux,
Les pratiques, je pense que les pratiques dépassent un peu les Maliens, quoi. Je ne sais pas, parce qu'il y a des choses inimaginables qui se passent par rapport à ceux qui font l'abattage. Il y a beaucoup d'abattage clandestins. Est-ce qu'il y a des exemples concrets qui peuvent nous illustrer? Si nous prenons la zone de Sabalibougou dont on parle souvent, il y a des abattages clandestins. Ils sont au courant, ils n'arrivent pas à maîtriser parce qu'ils n'ont pas les moyens techniques, ils n'ont pas les moyens, les véhicules qu'il faut pour surveiller et ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas suffisamment équipés. Et ces viandes-là se retrouvent sur le marché. Sur le marché et on ne peut pas savoir ils ont même des tampons pour faire comme si ça a été contrôlé alors que ce n'est pas le cas. La situation est très très grave. C'est des comportements que tout le monde reconnaît et les gens sont justement en train de voir dans quelle mesure on peut prendre des dispositions, se mettre ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça en 2016, en 2015, quand on a été interpellé, on a touché le ministère en charge de la question, qui est le ministère du Commerce et de l'Industrie, notre ministère de tutelle, pour que nous voyions ensemble ce qui peut être fait. D'abord, il y avait la question du prix, mais derrière la question du prix, il y a tout le système à revoir pour que nous puissions aller vers plus de qualité et plus de protection du consommateur. Vous voyez vous-même de quelle manière la viande est transportée, n'importe comment. On en a parlé, même aujourd'hui, nous avions notre conférence de presse. C'est des pratiques qui heurtent vraiment le consommateur et tout le monde, toute personne qui voit ça. Et nous perdons beaucoup en termes d'exportation. Les possibilités que nous avons en termes de notre capacité à exporter notre viande sont réduites du fait que nous n'avons pas d'abattoir à hauteur de souhait qui répond aux normes requises en la matière pour établir la confiance entre les pays voisins qui pourraient être nos clients en la matière. Donc il y a beaucoup à faire et je voudrais reconnaître ici que depuis que le problème a été posé en 2015, le ministère du Commerce et de l'Industrie est à pied d'œuvre avec l'ensemble des acteurs. Les éleveurs, ils ont une fédération, tous ceux qui sont dans le système, les consommateurs, les services techniques, pour voir de quelle manière nous pouvons trouver les voies et moyens pour un peu changer la donne. Et je voudrais dire qu'en ce qui concerne le mouvement consommateur, nous sommes en train d'y réfléchir très sérieusement, non seulement avec le département de tutelle, mais à notre propre niveau pour voir vers qui nous pouvons aujourd'hui nous tourner pour que d'autres s'impliquent afin que notre pays puisse sortir de cette situation très difficile. Alors, Malika Chmaïga, vous qui êtes boucher, est-ce que vous recevez souvent la visite des services de contrôle pour contrôler votre établissement? Bon, en ce qui concerne ça, presque chaque le vendredi. Donc au moins une fois par semaine, les services de contrôle viennent s'enquérir de l'état des lieux. Des lieux. Presque chaque vendredi quand même. D'accord. Alors on va revenir vers l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments, représentée ici par Fana Koulibaly. Monsieur Koulibaly, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler ou on peut dire, on va dire, quel contrôle y a-t-il sur les produits qui sont donnés aux animaux en amont? Est-ce que votre agence intervient à regarder, à faire attention aux produits qui sont donnés aux animaux, peut-être pour les engraisser ou pour d'autres raisons? Bien, merci. Avant de répondre à votre question, je voulais un peu intervenir sur l'intervention de M. Ly, de la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Dans la loi dont il fait allusion, c'est une loi salvatrice pour la protection du consommateur. Reste maintenant, comme lui-même il a dit, son application. Et au niveau du contrôle, l'insuffisance, comme Mme Koulibaly le disait tantôt, nous en sommes conscients. Et tant le personnel est insuffisant, aussi bien que les moyens mis à leur disposition. Donc, ayant constaté cet état de fait, l'Agence nationale, d'abord, a essayé de mettre en synergie ces services de contrôle
pour mettre à leur disposition ces maigres ressources. Parce que nous n'en avons pas aussi suffisamment. Donc c'est ce qu'on a appelé au niveau du district de Bamako le contrôle conjoint, qui a une présidente tournante, puisque nous avons constaté qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de ligne budgétaire pour le contrôle au niveau de ces différents services. Donc la subvention de l'État dont nous bénéficions, nous avons décidé de mettre une partie en tant qu'agence, en tant que service de coordination. Donc maintenant, en ce qui concerne les produits, que ce soit les aliments de nos animaux ou les traitements faits aux différents animaux, je vous ai dit que la mission de l'ANSA, c'était d'évaluer et les intrants et les produits eux-mêmes, aussi bien que ce soit les additifs alimentaires et d'autres produits. Donc, je vous avais dit dans ma première intervention que nous recevons également les rapports d'études d'autres structures. Notamment, nous sommes le point focal d'InfoSan, autrement dit, toutes les informations internationales tombent sur notre table. C'est pourquoi, quand Mme Coulibaly parlait tantôt du problème des antibiotiques, le problème ne m'est pas étranger, parce que nous sommes au courant. Donc, puisque le Mali lui-même n'a pas toutes les capacités techniques nécessaires de faire toutes les évaluations. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons fait appel à la FAO pour nous aider dans l'évaluation du risque. Donc, c'est un processus qui est en cours, donc, et qui nous permettra de mettre en avant et de faire d'abord une analyse du risque avant de faire quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, les aliments donnés aux animaux font l'objet d'évaluation parce que nous avons, au moins je peux vous donner des exemples, les tourteaux de coton comme aliments bétail qui viennent au niveau de l'ANSA pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché et ces produits sont sérieusement analysés pour voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme éléments toxiques tels que si c'est le tourteau de coton, le gossypol peut être là, il peut y avoir des moisissures qui peuvent engendrer des mycotoxines. Donc, tout ceci sont analysés. Donc, c'est dire que l'aliment en tant que tel, plus les ingrédients qui le constituent, font l'objet d'évaluation. Merci beaucoup, Monsieur Coulibaly. On va aller du côté d'un autre Coulibaly, Drissa Coulibaly. Il est chef de division inspection, n'est-ce pas? Il est chef de division inspection santé publique à la Direction nationale des services vétérinaires. Docteur, parlez-nous un peu des risques liés à l'élevage avec les antibiotiques qu'on donne aux animaux. Quel est le danger réel? Les antibiotiques destinés aux humains. Oui, ok. En fait, merci. C'est un débat par rapport aux antibiotiques. Ce matin, nous étions en conférence et nous avons dit que les antibiotiques ont été inventés pour lutter contre les maladies bactériennes, les maladies. Donc, alors, pourquoi donner ces antibiotiques déjà aux animaux? Oui, j'arrive en fait. Donc, depuis celui qui a même inventé l'antibiotique en 1928 nous a dit usage judicieux. En fait, nous considérons aujourd'hui que l'utilisation des antibiotiques comme facteur de croissance constitue pour moi des mauvaises pratiques. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des bonnes pratiques d'utilisation des antibiotiques. Ça, on doit se référer à ce que le fabricant ou le fournisseur a dit. Nous savons que dans les grands pays développés aujourd'hui, les antibiotiques, au-delà de l'aspect thérapeutique, si je dis thérapeutique, objet de traitement, au-delà, on l'utilise comme facteur de croissance. C'est-à-dire que ça joue comme facteur de croissance. C'est pourquoi il y a même ce qu'on appelle les aliments médicamenteux, n'est-ce pas? C'est ça, cet usage un peu abusif, comme si je peux m'exprimer ainsi, qui fait que nous allons, je dis bien abusif, parce qu'on peut l'utiliser à usage thérapeutique, même aliments médicamenteux, mais il va avoir un délai d'attente qui doit être consommé
échue avant que l'aliment ne rentre dans la consommation. Donc il y a tout ça. Donc en fait, aujourd'hui, la question n'est pas est-ce que l'antibiotique est nécessaire ou pas. C'est l'usage humain que nous faisons au niveau des animaux, au niveau des humains même. C'est ça en fait, c'est cet usage qui crée un peu la résistance aux antibiotiques, parce qu'on va avoir des résidus dans les aliments que nous consommons, la viande, le lait et d'autres aliments qui proviennent des animaux qui ont dû être traités ou nourris avec ces substances, où il n'y a pas un délai d'attente, où le médicament n'a pas eu le temps d'être totalement évacué de l'organisme de cet animal, et cet animal rentre dans la consommation avec des résidus, et l'être humain qui consomme cet aliment, c'est des microbes qui vont rencontrer à faible dose ces résidus d'antibiotiques, ils vont développer la résistance. Une carapace. Docteur Koulibaly, merci pour ces explications. On revient avec vous tout de suite après quelques secondes de pause. Une réaction, Un avis, Un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez donc le grand dialogue du studio Tamani. On parle aujourd'hui de la qualité de la viande au Mali, un problème de santé publique. Nous sommes avec Mme Koulibaly Salimata Diarra, présidente de l'ASCOMA, Dr Drissa Koulibaly, chef division inspection santé publique à la Direction nationale des services vétérinaires, Fana Koulibaly de l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments, Malik H. Maïga, il est boucher. Également au téléphone avec nous, Mamadou Li, qui est de la section sanction à la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Alors docteur, vous nous expliquiez donc ces risques encourus par les humains qui consomment de la viande qui aurait été traitée ou nourrie par ces antibiotiques-là. Alors vous avez la parole. Les risques, bon, en fait, on peut dire qu'il y a 3 risques majeurs. Le risque, c'est d'ordre sanitaire. Qu'est-ce qui va se passer? Comme je le disais, quand la résistance va se développer, et le médecin va être amené à prescrire de multiples médicaments, parce qu'il va faire un premier traitement qui va être inefficace, il va changer de médicament, ça renchérit le coût de traitement. Aussi, si les gens sont hospitalisés, tout ça, ces coûts sont renchéris. Ça, c'est les risques sanitaires. Et l'autre aspect, il y aura le développement des allergies. Les gens, quand vous allez prendre un antibiotique, vous allez avoir des réactions cutanées sur la peau et puis tout ça. Il y aura des risques de cancer. Je parle sous le contrôle quand même des grands spécialistes d'oncologie. Ça, c'est le premier. On sera en face des maladies qu'on ne peut plus traiter parce que les bactéries qui les causent ont développé la résistance, à défaut d'avoir de nouvelles molécules. C'est-à-dire, si on n'a pas de nouveaux produits, et là, on va être en face. Il y a aujourd'hui, au niveau de la santé humaine comme de la santé animale, des microbes qui résistent au traitement aujourd'hui. Alors, Madame Maintenant, il y a la deuxième conséquence, on peut dire d'ordre économique, n'est-ce pas? Il y aura un surcoût, c'est-à-dire par rapport au développement des nouveaux médicaments. C'est-à-dire là, il faut engager des grosses dépenses pour aller au développement des nouveaux médicaments, 5, 10 ans, 20 ans. Vous voyez? Merci beaucoup, Dr Koulibaly. Maintenant, je voulais juste réagir à ce que... Je ne rentre pas dans des polémiques par rapport à l'intervenant du commerce et de la concurrence, quand il dit là où les services vétérinaires ne sont pas, que c'est eux qui assurent la relève. Je crois qu'il ne faut pas qu'on aille sur ces terrains. L'État a créé des services avec des missions spécifiques. Il faut qu'on fasse très attention. On est quand même écouté sur 60 radios de la place. Il faut qu'on fasse très attention en donnant des informations. Nous avons intégré la loi de protection des consommateurs dans tous nos modules de formation à l'endroit de nos agents. Parfait. Parce que nous avons estimé que nous avons le devoir d'informer le consommateur et tout ce qui peut être à l'avantage du consommateur,
que ça relève de notre structure, nous capitalisons parce que on ne peut pas rester dans son coin. C'est des textes de la République. Ceci étant dit, j'imagine que tous ces services travaillent ensemble pour le bien des Maliens. Voilà. C'est ce que je voulais dire en conclusion. Madame Fana Koulibaly de l'ANSA. Juste c'était pour le compléter. Nous avons une politique nationale de la sécurité sanitaire des aliments qui a été adoptée en 2002. Et cette politique nationale de la sécurité sanitaire des aliments répartit les catégories d'aliments entre les différents services de contrôle. Notamment, les services vétérinaires sont chargés de la gestion, du contrôle des aliments d'origine animale. Les services de l'agriculture sont chargés du contrôle des aliments d'origine végétale. L'hygiène en restauration collective et des eaux est contrôlée par la Direction nationale de la santé. La Direction nationale du commerce est transversale par rapport à la régulation de la concurrence. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Donc c'est une parfaite complémentarité. Merci beaucoup Fana Koulibaly de l'ANSA. Alors, Madame Koulibaly Salimata Diarra de l'ASCOMA, à votre avis, faut-il plus privilégier aujourd'hui la sensibilisation dans ce domaine-là ou est-ce qu'il faudrait parler de répression parce que c'est quand même très sérieux tout ce qui se passe en matière de viande? Vous savez, il faut parler, c'est-à-dire les deux doivent aller. L'État doit jouer son rôle de protection. Il y a déjà la loi que nous saluons, d'autant que nous avons eu à y travailler à la base pour transmettre au ministre de tutelle des organisations de consommateurs pour sa prise en charge jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale. Et je crois que je l'ai déjà dit ici sur vos antennes. Je voudrais très sincèrement remercier le ministre Konaté pour son engagement à la matière. Il s'est engagé et il l'a porté jusqu'au bout. Maintenant, nous attendons les décrets d'application pour nous permettre justement de nous en approprier correctement et surtout procéder à sa diffusion au niveau du territoire. Donc, en ce qui concerne la qualité, je pense que c'est la deuxième question. Il s'agit vraiment de veiller à ce qu'on puisse mieux contrôler la qualité. Il y a le manque de moyens qui est là, mais j'ai l'impression, nous avons l'impression que la valeur de la chose ne lui est pas suffisamment donnée. Si la valeur de la chose était suffisamment donnée, le Mali ne devrait pas être à court d'abattoirs répondant à des normes internationales. Ce n'est pas possible. Tout ce que nous avons comme potentiel, tout ce que nous avons en bétail et tout ce que nous avons comme richesse en la matière devrait nous interpeller pour créer des structures à même de faire un traitement adéquat. Ce n'est pas le cas. Il ne faut vraiment pas se cacher les choses. Ça ne va pas sur ce plan. Il faut que l'État change le fusil d'épaule. Il s'agit aussi pour nous consommateurs, parce que chacun a son rôle. Il nous faut trouver des moyens qui nous permettent de descendre sur le terrain. Les radios, c'est très bien, les radios de proximité, on les utilise, mais l'efficacité est dans la communication. Il faut qu'on échange directement avec les populations, les consommateurs, pour leur expliquer de vive voix, échanger avec eux de commune en commune, de région en région, sur les questions, les bonnes pratiques en matière de consommation. Et un peu changer la donne, parce que nous aussi, nous avons un rôle à jouer. Nous devons informer, changer nos comportements et pratiques pour nous mettre à l'abri de certains risques. Merci beaucoup, Madame Koulibaly. Docteur Idrissa Koulibaly, de la Direction nationale des services vétérinaires, il y a quand même de la volaille importée dans le pays. Qu'est-ce qui est fait en ce sens-là? Parce qu'on ne peut pas se rassurer des conditions d'abattage de ces volailles-là. Alors, très rapidement, qu'est-ce qui est fait? Oui, rapidement, en fait. En 2009, je crois qu'il y a un arrêté interministériel qui a été, avec
la pandémie de grippe aviaire qui a commencé dans les années 2005 et l'État a pris le devant pour mettre en place 2 arrêtés interministériels. Le premier arrêté interdit l'importation de la viande de volaille. Interdiction d'importation de la viande de volaille. Maintenant, les autres produits avicoles, si on doit les importer, il faut qu'on se rassure que le pays d'où nous viennent ces autres produits, les œufs à couvert, les œufs, les jours, tout ça, on se rassure que ces pays ne sont pas infectés. Et pour que la Direction nationale du commerce autorise l'importation, l'importateur dépose une demande au niveau des services vétérinaires qui étudient le statut du pays d'origine du produit. Et c'est sur la base de l'étude du statut d'origine du pays que nous accordons, que nous acceptons ou nous refusons. Pour aller dans le cadre de la lutte contre... Très rapidement. Très rapidement. Dans le cadre de la lutte contre l'importation frauduleuse de la viande de volaille. C'est le cas. Effectivement, il est arrivé et nous avons été en mission officielle de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un opérateur qui a téléphoné à la police et nos agents se sont retrouvés à la police de 16h jusqu'à 19h. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui sur des antennes, dire que nos services ne travaillent pas. Ça, nous ne serons pas d'accord. Frauduleusement, c'est qu'un opérateur économique qui faisait entrer frauduleusement de la viande et qui arrive à vous faire arrêter quand même. C'est ça justement, il faut le dire.